Est-ce que la société ne respecte pas le rythme profond de l'être humain? On va parler aujourd'hui d'une thérapie particulière, la musicothérapie botanique. Peut-être que vous connaissez déjà, moi je pense que je vais en apprendre beaucoup avec Flora qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Flora. Bonjour. C'est quoi la musicothérapie botanique ? Alors la musicothérapie botanique, c'est le fait qu'une plante, déjà, le principe c'est que la plante émet des sons. Alors au départ, ce sont des sons qu'on n'entend pas, évidemment. L'être humain, qui est un peu un animal sourd par rapport à tous les autres animaux, n'entend pas ces fréquences-là. Mais on pourrait comparer l'activité électrique d'une plante à l'activité électrique du cerveau. Donc elle a une activité électrique importante. Et il y a une machine, un transcodeur, qui permet de transformer cette activité électrique en notes de musique. Alors il y a une petite tige qui est enfoncée dans la terre au niveau des racines, une pince qui vient pincer une feuille de la plante, et la différence de potentiel électrique entre les deux est transformée par ce transcodeur en notes de musique. Voilà. Et donc, déjà, au départ, cette musique, elle est très agréable. Et de rien que de se dire « Ah, la plante chante !» La plante émet des sons. C'est un moment assez merveilleux quand les gens découvrent ça. Il y a beaucoup d'émotions de découvrir cette capacité. Et puis ensuite, les plantes, on a pu découvrir que si un musicien jouait à côté, elle finissait par se mettre sur le même mode que le musicien et à l'accompagner. Donc Elle se synchronise. Et il y a des concerts de musique des plantes qui ont lieu notamment au festival de Gaujac. Et donc, ce sont des moments aussi très appréciés de pouvoir constater qu'une plante a cette intelligence. Voilà. Gaujac, c'est vers quelle région ? Gaujac, c'est dans le sud de la France. Sud, ouais. Et donc voilà. Donc on va à la rencontre de Jean et Frédéric Tauby et on peut apprécier déjà la musique des plantes avec des musiciens. Et ensuite, Jean Tauby a écrit un livre qui s'appelle « Le chant secret des plantes » que j'ai apporté ici. Et on va découvrir un tas d'expériences qui nous démontrent que les plantes ont une intelligence en plus collective, dans la générosité, dans l'interaction avec les autres espèces, avec l'homme. On avait déjà un peu vu ça avec les arbres. Mais même une fougère d'intérieur ou une plante que vous avez à l'intérieur de chez vous, en fait, elle est en interaction tout le temps avec les autres plantes et avec vous également. Et on arrive à la musicothérapie botanique, c'est un petit peu le trésor, parce que moi au départ je suis musicothérapeute d'une autre méthode dont on va peut-être aussi un peu parler, mais ce que j'ai découvert avec la musicothérapie botanique, pour moi c'est un trésor. C'est un trésor parce que donc les plantes peuvent... Quand on se met face à une plante, une personne seule face à une plante, la plante va jouer une musique qui va permettre à la personne d'aller mieux, tout simplement, qui va apporter du bien-être à la personne. Et comment fait-elle ça ? En fait, ce qui a été découvert dans un deuxième temps, c'est que c'est cette musique que crée la plante, ça s'appelle des protéodies, en fait. Alors ça, il faut aller retrouver un physicien qui s'appelle Joël Sternheimer. Donc Louis de Broglie, qui a eu un prix Nobel, et qui découvre que toute masse peut se transformer en fréquence. Ouais. Et à partir de là, Joël Sternheimer, qui était aussi musicien, il se dit, tiens, ça m'intéresse et je vais aller... c'était un élève de Broglie, c'était un scientifique aussi. Il dit, je vais aller transformer la masse d'acides aminés qui composent les protéines en notes de musique. Et ces notes de musique, il se rend compte que ça a un effet sur lui. Et puis, il se rend compte que ça a un effet sur les gens autour de lui. Et il trouve que c'est vraiment intéressant. Après, il se dit, il y en a certains qui sont bons pour moi. Et puis, je me rends compte que la personne qui est à côté, par contre, elle ne se sent pas très bien. Donc, il est un peu prudent, mais il fait d'autres essais sur cette musique-là, sur les plantes. Et là, ça va être un peu le sens inverse. C'est-à-dire que Sternheimer va créer une entreprise qui s'appelle Genodix, et qui permet aux champs d'agriculture bio d'être traités par cette musique. Et donc, il va émettre les protéines
qui vont soigner la vigne ou les pommiers ou les courgettes, etc. Et donc, c'est très utilisé. Hein. C'est une entreprise qui fonctionne, et vraiment, les agriculteurs bio sont très friands de cette méthode, puisque pas besoin d'utiliser de produits chimiques et les résultats sont très bons. Il y a eu des études scientifiques, notamment Sternheimer lui-même, mais également l'université de Cergy-Pontoise, qui a publié une étude qui est publiée depuis 202021. D'accord, on a des universités qui ont travaillé là-dessus. Qui ont travaillé sur ce sujet, et on voit les effets de ces protéodies. Donc, c'est une contraction entre protéines et mélodies. Et donc, ces protéodies, ces musiques de protéines qui vont avoir un effet sur des champs en agriculture biologique. On rappelle, j'ai oublié de le préciser dans l'introduction, tu es ancienne chanteuse d'opéra. Oui. Tout ce qui est en rapport avec la musique, c'est très fort. Oui, absolument. Mais donc là, c'est la plante, même à partir du moment où... Là, donc, comme tu l'as expliqué, c'est des électrodes que vous mettez sur, avec les personnes qui sont autour de toi dans cette thérapie. Vous mettez des électrodes sur la plante qui envoie de la musique. On va en écouter un petit peu. Parce que j'ai expérimenté ce que vous disiez, donc on montrera en vidéo. Mais on voit un petit peu le son que ça émet, qui est très particulier. Mais donc, du coup, ce que tu dis, c'est quand on a une plante chez soi, c'est en fait, il y a des transactions entre la plante et le corps, même qu'on en ait conscience ou non. Dans un espace. C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses. Et c'est ça qui me passionne. Donc, ces protéodies, ensuite, quand on a constaté l'effet des plantes sur l'être humain, évidemment, on a cherché à comprendre. Ça, je dirais que c'est le défaut de l'être humain. On veut toujours comprendre. On veut avoir la preuve. On veut avoir la société de la preuve. On veut avoir la preuve dans la matière de qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, pas forcément sur Nexus, dans le bon sens du terme. Tout à fait. Le rappelle. Nous, on est là aussi pour voir les expériences qui marchent. Et voilà, la société de la preuve, parfois, nous empêche de réfléchir et nous empêche de ressentir. Absolument. C'est pour ça qu'on vous reçoit aussi dans ce cadre-là. Mais j'ai ce défaut aussi, je l'avoue. Et moi, je suis allée chercher aussi les explications. On trouve beaucoup d'explications dans le livre de Jean Toby, mais surtout les expériences. Moi, rien que les expériences, les témoignages sur ce que peuvent faire les plantes, moi, ça me suffit aujourd'hui. Mais je comprends qu'on puisse encore avoir besoin de preuves. Et donc, l'équipe autour de Jean Toby, qui est constituée de beaucoup de scientifiques. Il y avait le professeur Marc-Henri, il y a Ernst Zurcher qui travaille aussi avec eux, plus bien d'autres. Et donc, ils sont allés envoyer justement des enregistrements de séances, sans dire ce qu'avait la personne. Et ils ont envoyé à Genodix. Et ils ont pu avoir effectivement la preuve que dans cette musique qui avait été enregistrée, il y avait des suites de protéodies. Donc, et ensuite, ils ont envoyé à un biologiste, pareil, sans dire ce qu'avait la personne au départ. Ils ont dit, qu'est-ce que ces protéines peuvent apporter à un être humain ? Et puis, donc, le biologiste expliquait ce que ça pouvait apporter. Et ça correspondait effectivement à ce qu'avait la personne. Donc, on commence là à avoir effectivement cette explication qui nous emmène dans cette aventure. Voilà. Donc effectivement, c'est merveilleux de constater les effets, mais bien au-delà de ça, c'est ce qui, pour moi, en fait un trésor, c'est qu'on reconnecte l'être humain avec la nature. Une fois qu'on a fait une séance comme ça, on ne regarde plus jamais une plante de la même manière ou la nature de la même manière. Moi-même, pourtant, j'adore la nature, j'adore les animaux, j'adore me promener dans la forêt. Ça fait longtemps que je fais des câlins aux arbres, des choses comme ça. Mais même en étant comme ça, ce soin a ajouté un regard différent. Donc, imaginez quelqu'un qui n'aurait même pas ce regard. Voilà, souvent les gens pleurent. Il y a une émotion forte qui... Moi, d'expérience, en l'ayant fait, alors c'est vrai que c'était extrêmement... Il faudrait qu'on écoute la musique que ça renvoie. Tiens, tu peux envoyer l'image, je ne sais pas si on voit... là, c'est... Est-ce que l'image apparaît sur l'écran ? Oui, maintenant. Non, alors là, c'est juste le tour où on voit un petit peu. Donc là, c'est la grande plante au milieu. Là. Voilà, c'est celle que l'on utilise le plus pour l'instant. C'est une fougère. Oui, alors l'anecdote, c'est que... Et qui est reliée par électrode directement sur ce truc-là. Enfin, sur le petit boîtier noir. Sur le boîtier. Voilà. Ah oui, le petit qui est sur le dessus. Le petit boîtier noir. Et puis, je ne sais pas si après, dans la vidéo, on voit les enceintes. Non. Ah oui, qui sont juste derrière. Voilà. Ah, je les ai peut-être pas prises. On va peut-être... si je pense qu'en tournant... Voilà, on voit les enceintes ici. Donc ça, ce sont des enceintes Sunray qui sont très importantes aussi dans la thérapie, puisque ces enceintes émettent des sons
ce sont des ondes scalaires, donc ça envoie les sons en forme de vortex. C'est vrai que la forme est impressionnante. Voilà, la forme est particulière. Et donc, la personne qui s'assied dans le fauteuil, elle va vraiment ressentir la musique dans son corps. Ah oui, tu sens que ça arrive de tous les côtés, quoi. Voilà. Donc, nous, dans l'autre pratique de musicothérapie que l'on a, qui est l'audiopsychophonologie d'après Tomatis, on a de l'osseux. C'est-à-dire que sur le casque, il y a un vibrateur osseux qui vient travailler donc, sur cette écoute osseuse qui est la vibration de notre corps, pour stimuler le nerf vague. Et on a une action comme ça sur tout le système nerveux autonome qui est très importante dans cette thérapie. Et bien là, avec ces enceintes, eh bien on a sur tout le corps, pas seulement sur le sommet du crâne, là, tout le corps ressent la musique et la musique vient vraiment résonner à l'intérieur du corps et ajoute à l'efficacité et au plaisir également de cette séance. Alors moi, par exemple, ça m'avait détendu énormément. Mais en plus, on n'est pas dans des métiers particulièrement détendants de base. Mais c'est... comment dire c'est vrai qu'on le ressenti n'est pas forcément premier degré, quoi. À part le repos, on ne sent pas forcément les protéodies directement sur le corps. Quel regard vous avez-vous Alors dessus? après, je dirais que peut-être parce que tu n'avais pas de besoins particuliers. Je parle de mon expérience personnelle. Voilà. Donc effectivement, si on vient, qu'on n'a pas un besoin particulier, on va juste déjà ressentir une grande détente, on va se sentir vraiment bien après. Voilà, ça apporte un apaisement évident pour tous. Après, les personnes qui ont une particularité, qu'elles viennent travailler, on va dire, donc ça peut être une douleur, ça peut être un problème de peau, ça peut être tout un tas de choses. Elles peuvent se connecter à la plante. Il y a tout un protocole. Et au départ, la personne doit se connecter toute seule dans la pièce à la plante et lui indiquer par la pensée ce qu'elle aimerait améliorer chez elle. Et, ça marche mieux si tu as un désir ciblé. Ça peut être mieux. Après, on peut aussi venir et dire bon, vas-y, fais ce que tu veux sur moi, merci. Se connecter quand même avec elle pendant 5 minutes en la remerciant et en lui disant regarde ce qui peut être intéressant dans mon corps à stimuler, voilà. Mais donc, il y a des gens qui me disent ah ben moi, j'ai tout senti dans le crâne. Et puis, c'était beaucoup d'aigus. Des fois, même, il y a des gens qui me disent ouf, il y a eu un moment où c'était limite, voilà, c'était un peu strident, j'ai eu du mal. Et puis, petit à petit, j'ai fini par supporter les sons et je me suis sentie beaucoup mieux. Voilà, d'autres vont dire au début, j'ai senti des picotements sur mon orteil et puis après, c'est remonté dans le ventre. Il peut y avoir vraiment des tas de sensations différentes selon les personnes, mais on sent vraiment, moi, pour faire des séances sur moi-même, je sens que selon ce que je demande, ça ne résonne pas tout à fait de la même manière partout dans le corps. Et les notes de musique ne sont pas les mêmes. Et les gens viennent pour quel alors type de besoin, on va dire? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent pour des douleurs. Alors, il va y avoir des douleurs qui vont vraiment disparaître après une séance, souvent au bout de 24-48 heures. Tout type de douleurs Oui, en général, les douleurs, vraiment, il y a un très bel effet. Ouais. Et puis, il y a certaines douleurs qui ne reviendront pas, d'autres qui peuvent revenir, parce qu'en fait, ce n'est pas non plus une baguette magique. Si quelqu'un a une douleur parce qu'il y a une mauvaise utilisation de son corps, bon, c'est logique que la douleur revienne. Donc, il y aura juste un effet qui va soulager momentanément. Mais sur d'autres choses qui sont liées à un déséquilibre peut-être d'une protéine, justement, qui n'est pas comme elle devrait être, eh bien, là, l'effet va vraiment être durable. Donc c'est tout ça qui est vraiment intéressant au niveau des effets. Mais vraiment, voilà, moi, j'insiste sur le fait que déjà, moi, en tant que thérapeute, je ne suis plus une baguette magique. Il n'y a plus d'attente sur moi, personnellement. Et sur le fait que je recrée le lien avec la nature. Et voilà, donc on utilise les fougères, parce que les fougères ont 450 millions d'années, donc ce sont les plus anciennes. Et elles ont donc une activité électrique beaucoup plus intense. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt celle-ci, mais toutes les plantes chantent, on peut faire chanter une menthe, une rose, alors on peut même ressentir parfois le goût ou l'odeur de plantes comme ça qui sont aromatiques. Une aloe vera, voilà, toutes les plantes peuvent chanter et certaines vont avoir des façons, il y en a qui sont plus jazzy que d'autres par exemple, c'est assez intéressant. Et puis vous avez parlé du son qui est intéressant lui aussi, mais ça c'est nous qui dans le boîtier choisissons le son.
Les notes de musique, c'est la plante, mais le son, nous, on peut le choisir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plante peut ne pas aimer certains sons. Donc, à certains moments, elle peut soit vraiment en ralentir au minimum ou ne plus du tout chanter parce que, non, ce son ne lui plaît pas. Et donc, c'est là aussi que c'est intéressant. Vous parliez de la grande fougère, là. Eh bien, il y a quelques mois, elle était comme ça, elle était petite. Et ça faisait 2 ans que je l'avais, donc c'est même pas une question que je venais de l'acheter, pas du tout. Ça faisait 2 ans que je l'avais, et puis elle était comme ça, elle stagnait. Et à partir du moment où elle s'est mise à chanter... Non. Donc on voit que... c'est même pas le volume de terre qui a fait voilà. le Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, bien sûr, la plante émet déjà tous ces signaux électriques. Ouais. Mais à partir du moment où elle peut entendre cette musique, créer le lien, voir que nous aussi on l'entend, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une interaction qui est là. Et ça, c'est aussi extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un échange. Et c'est là où nous, on doit se reconnecter. Et où on a perdu, et je citerai Ernst Zürcher, qui est un spécialiste en biologie, et surtout dans les arbres, et qui nous dit, mais on croit que l'oiseau est distinct de la forêt. C'est une erreur. Comme nous, voilà, on se croit séparés de tout ça. C'est une erreur. On fait partie d'un tout. Et il explique bien, l'oiseau et la forêt, c'est une unité. Et la forêt sans le chant des oiseaux ne grandira pas de la même manière. La forêt sans le chant des oiseaux, des crapauds, le chant du renard, etc. C'est un tout. Et il y a une étude dont il parle, c'est qu'ils ont mis des haut-parleurs sur une voie, sur un chemin de forêt, qui a diffusé un bruit d'autoroute. Eh bien, juste le bruit. On pourrait dire, l'autoroute, ça pollue, donc la forêt, elle grandit moins. Non, juste le bruit de l'autoroute. Eh bien, sur le chemin où il y avait ces haut-parleurs, la forêt a cessé de croître. Non. Ouais. Ah oui. Donc, on voit l'importance du son. Et dès qu'on a coupé les haut-parleurs, qu'on a pu réentendre tous les autres bruits de la forêt s'est remise à croître. Donc, l'importance, c'est l'échange du son. Et ce qu'il dit, c'est que nous avons oublié ce lien, mais nous avons aussi notre rôle avec notre voix. Moi, en tant que chanteuse d'opéra, évidemment, ça m'interpelle, mais on n'a pas besoin de chanter de l'opéra. C'est-à-dire que si on regarde les peuples racines, qui sont pour moi des modèles, puisque ce sont les seuls êtres humains capables de vivre en harmonie avec la nature. Qu'est-ce que tu appelles les peuples racines ? Ce qu'on peut appeler les peuples premiers, voilà, les Kogis. Voilà. Avant les civilisations. Voilà. Pas que, parce qu'aujourd'hui, il y a encore 370 millions de personnes qui vivent en peuples racines. 370 millions. Hors civilisation ou... ça dépend. Il y en a qui sont en réserve et qui sont dans des situations un peu tristes parce qu'ils n'ont pas accès à des cours d'eau, des choses comme ça. Donc, ça devient une caricature. Mais il y en a comme les Kogis qui vivent encore parfaitement à la manière comme de leurs ancêtres, on va dire, voilà, et qui continuent leur chemin de cette manière-là. Et qui nous appellent les petits frères, d'ailleurs. Ils essayent de nous aider. et voilà, donc... eux, ils communiquent avec les arbres. Quand ils doivent couper une branche pour se construire une hutte, ils lui parlent, ils lui demandent. C'est en fonction des astres. Ils chantent, ils lui font des remerciements, des prières. Cette interaction chez eux, elle est là. C'est intéressant parce que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui me disait comme ça, mais pourquoi est-ce que certains qui veulent être dans des modes de vie alternatifs mettent chez eux c'est comment les attrape-rêves amérindiens, mettre tout type de décoration, c'est comme des artifices, il me disait un petit peu genre hautain, tu sais. Pourquoi ils mettent tout ça ? Tu vas chez quelqu'un qui réussit, qui est dans la finance, qui est machin chouette, tu vas chez lui, il n'a pas tous ces artifices pour aller dans... En fait, moi je le dis, je pense que ces gens-là qui ont réussi dans la civilisation, avec les codes de la civilisation, qui sont relativement une minorité, en fait derrière ont besoin de pallier un certain vide avec plein d'autres artifices. Aller dans des restos de luxe, aller dans des hôtels de luxe, aller dans des vacances de luxe, s'entourer de tout un tas de luxe, avoir des belles voitures avec à la clim et tout ce que tu veux. Alors qu'en fait certains ont justement besoin juste de mettre des trucs apaisants chez eux, des attrape-rêves ou n'importe quoi d'autre, et ça les relaxe. Donc c'est intéressant. Parce que c'est juste un mode de vie qui est beaucoup plus accessible, justement, que de se stresser à essayer de maintenir son mode dans le commerce et la finance. C'est une réflexion. Bien sûr. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. C'est vrai que Jean Toby appelle ça l'amnésie matérialiste.
Hein, l'amnésie matérialiste. L'amnésie matérialiste, voilà. On a oublié ce vrai lien avec la nature, ce vrai lien avec le cosmos, ce vrai lien même entre nous, êtres humains, qui finalement est très simple et très puissant. Puisque c'est ça qui nous fait vivre normalement d'une manière saine, apaisée. On est tous en train de chercher la vie sans stress. Il suffit d'aller dans la forêt. Hein. Mais dans cette tribu-là, ils tombent peu en burn-out. Ah bah oui. Mais c'est quoi à dire, mais bien sûr, parce que ils sont pas sur Terre pour gagner leur vie. Ils sont sur Terre pour vivre, tout simplement. Oh. Et vivre, c'est vivre en harmonie avec ce qui nous entoure. Ouais, j'aimerais bien arrêter l'émission là-dessus, mais on va continuer quand même parce qu'on a encore. C'est très beau, mais c'est tout un truc à repenser parce qu'il y a deux. Bien sûr. Dans notre société, il y a deux civilisations. La civilisation des riches qui ont réussi et l'association des autres qui sont tous les laissés pour compte et à qui on vend le vous pour y arriver aussi, mais qui en fait n'est qu'un mythe. Bien sûr. J'aimerais bien qu'on écoute la musique justement que ça produit. Oui. C'est vrai que c'était un truc de dingue, donc là c'est une petite vidéo qu'on a tournée après. Moi, j'ai fait ma séance sans artifice, sans téléphone, etc. Oui. Mais on est revenu après, je me suis dit, il faudrait qu'on ait des images pour voir à quoi ça ressemble. Alors, on va voir si on entend. Je pense qu'on entend bien... Et là, tu es dans une bulle de son. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Complètement. Voilà, donc, la fougère. Les fougères sont les plantes les plus anciennes, donc ce sont celles qui ont l'activité électrique la plus importante. Donc on utilise un petit peu plus cette plante-ci. On sent que ça fait vibrer de partout. Donc c'est quand même magnifique. Et je me souvenais plus, le ressenti, c'est bien qu'on ait capturé ça sur le moment, parce que je dis quand même que ça, on sent quand même les vibrations, parce que notre corps, c'est de l'énergie, c'est du mouvement, donc c'est important d'avoir ce type de vibration-là. Oui. Et je me souvenais plus là-dessus, donc tout à l'heure, quand je dis qu'il n'y a pas d'impact direct, c'est parce que quand on attend d'aller dans une forme de thérapie, on attend parfois un truc magique. Donc c'est ça, mais en fait déjà de redonner des vibrations, c'est déjà beau. C'est déjà des sons magnifiques qu'on entend là. Oui. Et ça rejoint un petit peu donc la musicothérapie que je pratique depuis maintenant 13 ans, hein, donc l'audiopsychophonologie, où l'écoute osseuse, donc le petit vibrateur qu'il y a sur le casque au sommet du crâne, c'est très très important. Donc on démarre sur un test d'écoute et on voit justement comment est l'écoute aérienne et comment est l'écoute osseuse. Et elles doivent avoir, ces deux courbes doivent avoir un rapport précis entre elles. Et ça nous indique si la personne est hypersensible, ça nous indique s'il y a une capacité à être en lien avec les autres, à bien communiquer, etc., à bien apprendre, à bien se concentrer. Donc il y a un champ d'application assez large aussi sur cette thérapie-là. Et on a en plus maintenant, parce que Tomatis, c'est un médecin qui a fait toutes ses recherches dans les années 50, hein, donc c'est pas nouveau. Et il parlait déjà donc de l'impact sur le nerf vague, qui est le nerf qui s'occupe de tous les organes principaux. Hein, donc ça innerve l'oreille, la gorge, mais également les poumons, le cœur et tout le système digestif, donc tous les organes principaux. Donc il a un rôle très important en fait sur tout le système nerveux autonome. Et aujourd'hui, alors on a beaucoup critiqué Tomatis à l'époque, hein, il était un peu trop précurseur certainement. Et aujourd'hui, on a d'une part les études neuroscientifiques qui démontrent qu'il y a un impact sur le cerveau. Donc, on a une thérapie neuroplastique. On peut remodeler des parties du cerveau grâce à cette gymnastique de l'oreille. Mais on a aussi maintenant la théorie polyvagale de Porges, que tout le monde dans le milieu de la thérapie connaît, et qui explique que voilà, on a 3 voies dans le système nerveux qui font qu'on va être soit bien apaisé, tranquille, que tout notre corps va fonctionner normalement. On a une voie qui est sympathique, qui va elle, nous faire réagir quand il y a un danger. Donc, avec une dose d'adrénaline, de cortisol, va bloquer le cerveau pour réagir. Et puis, il y a ce qu'il va appeler la voie vague dorsale, qui, elle, va nous mettre en figement. Donc, et on va retrouver, malheureusement, donc ça, c'est un système qui marche très bien, qu'on retrouve chez tout le monde,
qui doit passer de l'un à l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on va bien, tout va bien, et hop, il y a un danger, on se met en alerte, ou tout d'un coup, carrément, je suis en danger de mort, on connaît ça souvent, on parle de la souris hein, qui, face au chat, qui fait la morte, on retrouve des araignées aussi qui font ça. Donc, faire le mort, c'est donc ce circuit-là, il est vital, il nous permet de nous sauver la vie aussi des fois. Le problème, c'est quand ils sont trop présents. Hein. Donc, on peut être trop en système sympathique, et être donc trop speed tout le temps et pas être serein, être trop sous stress, pour plein de raisons que notre société nous impose, notre rythme, etc. Ou on peut avoir subi des traumas, avoir un attachement insécure avec tout ce que les enfants vivent de nos jours, d'être gardés trop précocement ou d'avoir des gens qui les ont un peu maltraités, etc. On va retrouver des traumas comme ceci ou d'autres traumas. Il y a même des humiliations. Des humiliations, dans la société. Absolument. Donc on peut se retrouver en figement carrément. Et là, on est déconnecté des autres, on n'a plus envie d'aller vers l'autre. Donc voilà. Et donc c'est déjà avec l'audiopsychophonologie ce que je fais. C'est rééquilibrer tout ça, remettre ça en mouvement et refavoriser le système vagal ventral qui, lui, va amener vers l'apaisement, la capacité d'être à l'écoute, d'apprendre, de se concentrer, de communiquer, d'être en lien, etc. Et là, on a ajouté à ce qu'on faisait d'habitude sous casque uniquement, même des petits moments dans cette thérapie. On va également diffuser des musiques sur le fauteuil avec ces enceintes-là. Donc, c'est plus la plante dans ce cadre-là. Ce sont d'autres musiques qui vont permettre de stimuler l'oreille parce qu'il y a des bascules droite-gauche, mais également d'être beaucoup dans l'osseux et donc de faire un bien. Les gens, quand ils sortent de là, ils sont... Donc, on ajoute aussi, grâce à ces découvertes sur ces enceintes, on ajoute à cette méthode qu'on pratiquait depuis 13 ans un élément supplémentaire et on voit les effets supplémentaires également. Donc, ressentir ces vibrations, ces résonances dans le corps, eh bien, on voit que pour l'arbre et pour la forêt, c'est important, mais pour nous aussi, c'est important. C'est très important et ça a des bienfaits vraiment extraordinaires, que ce soit en rééducation de l'oreille ou que ce soit à travers la plante. C'est vraiment, les enceintes sont aussi très, très importantes. Cette sensation, tu peux l'avoir qu'avec le matériel, justement, que ça apporte, les enceintes, ce petit boîtier noir, ces électrodes sur la plante, ou quand tu vas dans la forêt, justement, avec le chant des oiseaux, qui est quelque chose déjà d'extrêmement puissant, quand tu vis en conscience et que tu vas pas juste au travail, mais que si tu as la chance d'avoir des arbres avec des oiseaux qui chantent le matin, déjà, c'est quelque chose qui te recharge aussi, qui te donne de l'énergie. Donc, bien sûr. Est-ce que tu peux avoir ça, cette musicothérapie botanique, est-ce que tu peux la retrouver en dehors du cabinet, en dehors de chez toi ? Il est sûr que d'aller se promener en forêt, il y a des gens qui appellent ça des bains de forêt. Et c'est important de le faire en conscience. C'est-à-dire que les gens qui vont juste promener leur chien, ils montrent en main, allez, j'ai 10 minutes, je promène le chien et je ne calcule pas du tout ce qui se passe autour de moi. Bon. C'est pire, maintenant, il y en a qui, à côté de chez moi, ils baladent le chien, ils regardent le téléphone. Ils regardent le téléphone, voilà. Ils se mettent le truc dans les oreilles. Nexus, ne faites pas ça. Ne regardez pas Nexus pendant que vous marchez. C'est ça. Donc là, l'effet va être plus limité, hein, on est d'accord. Mais bien sûr que si on va dans la forêt en conscience, qu'on regarde les arbres, qu'on communique avec eux, qu'on les touche, qu'on écoute les oiseaux, bien sûr, les effets sont extrêmement bénéfiques. Après, voilà. Toucher un arbre, ça, c'est un truc qui me fascine. Moi, je vois ça depuis un bail. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il faut essayer. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment ? Qu'est-ce que ça... On peut se tutoyer ? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Toucher un arbre, c'est pareil, de l'apaisement. D'accord. De l'apaisement. On ressent qu'il y a une circulation dans l'arbre. Donc, on ressent toute cette circulation et puis on ressent l'énergie. Encore une fois, tout est fréquence, tout est énergie, même si effectivement on ne l'entend pas. Mais l'arbre, on peut le brancher, l'arbre aussi. Hein. Tu peux lui mettre les électrodes aussi ? On peut amener la petite machine dans la forêt. Non, on garde les mêmes. C'est les mêmes électrodes, la même pince. On a des fils plus longs, c'est tout, pour aller les accrocher. Et puis on amène le boîtier. Et nous, on a un jardin, donc et on a branché notre cerisier. Oui. J'ai vu le jardin, parce que vous avez même un jardin partagé chez vous, potager. Oui, un jardin potager, absolument. Enfin, c'est bien fait avec des serres, etc. Oui. Wow. Donc tu vas le connecter aux feuilles là-haut. Voilà. Ouais. Et puis des fois, on met pour les légumes, hein, quand il y a un petit coup de mou sur les légumes, hop, on va aller brancher une plante qui est dans la serre, par exemple, pour essayer de les stimuler aussi un peu, voilà. Wow. Mais oui, il y a une énergie, il y a des fréquences que même si on ne les perçoit pas, elles sont présentes. Donc après, c'est là, pour l'instant, je pense qu'on a besoin de cette machine. Et on voit aussi l'effet bénéfique sur les plantes elles-mêmes. Donc je pense que
c'est quand même très intéressant, qui est ce son. Mais si ça nous amène un jour à nous reconnecter et à plus avoir besoin d'artifices et de machines, et à être capable... Alors, c'est ce que font les chamans, hein. C'est ce que disait d'ailleurs Sternheimer, hein. Il disait finalement, les chamans de ces fameux peuples racines, ce sont ceux qui sont censés être en connexion permanente avec la nature et avec le cosmos. Il y a les mêmes types de chamans selon les différentes tribus, peuples racines? C'est pas forcément les mêmes, mais on retrouve quand même ce lien à la nature, toujours. Et aux plantes, ils ont une parfaite connaissance des plantes et ils émettent, c'est ce que disait Sternheimer, ils émettent des sons intuitifs, les chamans. Donc, tout se passe comme si le chaman percevait la musique de la plante, qui lui semble importante pour la personne qu'il doit aider, et qu'il émettait un chant intuitif qui correspondait à la plante. Et donc, nous, ça, on l'a perdu. Mais a priori, c'est possible. Il faut qu'on le retrouve. On avait ces types de chamans ou de connaisseurs de naturopathes, quoi, finalement. Bien sûr. Avant, en France même, ou en Europe, quoi. Oui, bien sûr. Donc, voilà, pour moi, c'est au-delà du bienfait que vont ressentir les personnes en venant au Centre Harmonis. C'est aussi, voilà, cet espoir. Pour moi, c'est un espoir, c'est un trésor et un espoir de se reconnecter à toutes ces capacités-là. Donc oui, donc c'était ce que tu étais en train... Ce que je crois comprendre, c'est que tu dis qu'on enlève le boîtier noir, les enceintes, on peut se connecter directement avec la plante, tu te mets face à elle, elle peut t'envoyer les protéodies sans même cette technologie. Je pense que oui. Okay. Là encore, on manque de connaissances scientifiques. On manque de connaissances et peut-être certainement de confiance. Mais est-ce que tu as travaillé le ressenti? Si on manque de preuves scientifiques, le ressenti. Qu'est-ce que vous avez? Le ressenti, oui, on va dire que c'est les promenades en forêt où on se connecte aux arbres et on sent qu'on a un bienfait. Voilà. Que ce soit des protéodies ou n'importe quoi d'autre, il y a un bienfait. Oui. De toute façon. Il faut se dire à la fin. De toute façon. Arrêtez de nous embêter avec les preuves scientifiques. Il y en a même qui ajoutent un élément qui vont se mettre pieds nus quand ils vont faire leur promenade dans la forêt pour être en connexion à la terre. Wow. Donc tout ça, c'est des éléments d'énergie, hein, d'informations qui vont circuler dans notre corps, par la terre, par les végétaux, par les oiseaux, par toute cette synergie dont nous faisons partie et que nous avons oubliée. C'est même pas qu'on l'a pas trouvé, c'est que là vraiment on l'a oublié. On l'a oublié. Là. On l'a oublié. Oh. Donc il faut y retourner. Donc voilà, peut-être par la musicothérapie botanique, pour moi c'est une voie de réconciliation et de retour à cette confiance. Passionnant. Comment t'en es venue à ça, en passant de chanteuse d'opéra aux plantes? C'est qu'est-ce qui Grand écart. Ouais. Non, t'es tombée sur... Tu as eu un mentor ou c'est juste... Alors, le chanteuse d'opéra, je suis d'abord passée à musicothérapeute avec l'audiopsychophonologie, qui était tout à fait en lien, puisque moi-même, j'avais traité mon mal des transports grâce à cette méthode. Et comme je faisais des tournées en tant que chanteuse d'opéra, heureusement que j'ai rencontré cette méthode, et qui m'a passionnée, parce qu'en plus de m'avoir traité le mal des transports, ça m'a métamorphosée au niveau de ma capacité à communiquer, à être en lien avec les autres, etc. Transports en commun ou les transports, même la voiture Tout. Tous les transports, j'étais malade, moi. Voilà. Sauf quand moi, je conduis, mais sinon... oui, Donc voilà, c'était ma première étape, c'était de passer de chanteuse d'opéra à thérapeute avec cette technique. Et puis ensuite, un jour, je travaillais... j'invite d'ailleurs, puisque c'est les vacances, hein, donc j'invite les gens à jeter à la poubelle leur cahier de vacances pour leurs enfants et à les remplacer par les fables de Gunther. Voilà. Parce que j'étais... Montre-le bien à la caméra. Là. Voilà, fable de Gunther, et j'étais sur cette fable-là avec mon fils. Alors qu'on rappelle, Gunther Pauli. Qui beaucoup mis en avant par Idriss Aberkan, que tout le monde connaît, hein, qui a sa chaîne YouTube. Et Gunther Pauli est un entrepreneur qui fait... de l'économie bleue. Voilà, donc il met en avant tout un tas de projets qu'on peut appeler écologiques, mais c'est pas l'écologie verte. Il fait de l'économie avec de la vraie écologie. Exactement, voilà. De la vraie écologie. Donc, par exemple, si on compare les énergies intermittentes
Et Nexus a beaucoup parlé des éoliennes catastrophiques pour l'environnement. Hein, donc, c'est soi-disant de l'écologie, mais en fait, pas du tout. Avec ça. Si, avec ça. Et en alternative, en économie bleue, on a le SkySails. Donc, c'est un cerf-volant. SkySails. SkySails. Ah, oui. Le cerf-volant qui monte entre 400 et 800 mètres d'altitude, qui fait des 8 et qui va chercher les vents permanents. Donc là, c'est plus de l'intermittence, ce sont des vents permanents. Et donc, avec du vent, on peut effectivement avoir de l'électricité de manière continue. Et il y a uniquement 5% des matériaux par rapport à une éolienne. Donc, ça n'a rien à voir. Tu as moins de béton sur un cerf-volant que sur une éolienne. Exactement. Donc, ça fait aussi moins de bruit. Ça fait aussi moins de bruit. Enfin, voilà, c'est ça tout. tue peut-être pas moins d'oiseaux, mais à voir. À voir. Il y a des choses à aller creuser, évidemment, hein, sur tous ces sujets-là. Mais d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant de recevoir soit Gunther sur Nexus, soit Axel, qui est l'éditeur, Axel Ries, qui est l'éditeur des Fables et qui s'occupe beaucoup de on ne lui a pas encore envoyé d'invitation, mais on aimerait bien... voilà, pour qu'il vous donne plus de détails encore que moi sur ces sujets. Mais voilà, on peut faire du gaz d'algues pas cher du tout et que la France soit complètement autonome et même en revende. Enfin, il y a des choses extraordinaires. La Fable est en papier de pierre, par exemple. Hein, c'est un papier, quasiment indéchirable qui va sous l'eau et qui est fait avec les poussières des mines. Voilà. Donc, c'est un déchet, parce que souvent, l'économie bleue, c'est la réutilisation des déchets, comme ça se passe dans la nature. Tout déchet dans la nature est une richesse. Donc, il faut trouver ça pour nous. Et donc, ces poussières des mines qui polluent, qui empoisonnent les gens qui vivent dans l'environnement de ces carrières, et bien là, c'est récupéré tout de suite, envoyé pour le transformer. On rajoute 20% de plastique recyclé et pas besoin de produits chimiques pour le blanchir. L'encre, besoin de 20 ou 30% de moins d'encre parce que ce n'est pas un papier qui absorbe. Donc voilà, c'est multi-effet, un déchet devient une richesse. Papier de pierre. Papier de pierre, voilà. Et donc avec... Il fait des projets partout, Gunther Pauly, sauf en France où ça marche mieux que en France. Il en propose, hein. C'est pas faute d'en proposer. Il a proposé ses fables à l'Éducation nationale pour l'instant. On en parlait hors micro, il avait fait Super France avec Idriss Aberkan, il y avait une volonté d'aller. Bien sûr. Et récemment, il a proposé à un député de l'Est d'installer des SkySails sur le territoire de Fessenheim, puisque Fessenheim a fermé. C'était une grande centrale, nucléaire voilà. En France. Ouais. Donc il s'est dit, on va utiliser le lieu pour installer des SkySails. Eh bien, ça aurait pu produire 50% de l'électricité que produisait Fessenheim. C'est quand même énorme, avec des cerfs-volants. Et le député semblait intéressé, mais derrière, il n'y a pas eu de suite. Voilà, donc est-ce qu'il y a des solutions pour l'énergie, avoir une vraie énergie écologique et efficace? Oui. Et les pouvoirs publics les mettent-ils en place? Non. Voilà. Quand on dit les pouvoirs publics, là, c'est beaucoup aussi le gouvernement macroniste, mais bon, même sous Hollande, il y avait déjà de la Macronie. Oui, c'est pareil. Oui. Où, effectivement, dès que ça peut être bénéfique à la France, non, on ne met pas en place. Donc, oui, parce que je crois que peu importe qui est à la tête... Il y a vraiment des questions à se poser de qui veut... Pourquoi les gens ont voté pour Emmanuel Macron? Mais ça, c'est... Oui, mais je crois que c'est... voilà, je crois que c'est un faux débat dans le sens où ils sont... En fait, on est en plutocratie. Hein, on n'est pas du tout la démocratie. C'est un mot complètement illusoire. Plutocratie. Voilà, mais on est en plutocratie. Donc, c'est la finance qui dirige. Il y a des lobbies qui veulent installer des éoliennes et qui veulent nous faire croire que la voiture électrique, c'est formidable. Voilà, aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est des questions encore de budget, d'économie, pour enrichir toujours les mêmes. Hein. Mais des solutions... Voilà, la blue economy en regorge, on pourrait vraiment presque trouver toutes les solutions. On a du plastique de chardon, voilà. Bref, c'est vraiment, on peut tout transformer. Plastique, tu peux faire du plastique avec du chardon. Du chardon qui est aujourd'hui considéré comme une mauvaise herbe. Les paysans y mettent des tonnes de produits chimiques pour essayer de s'en débarrasser, mais le chardon, c'est costaud, donc ils n'arrivent pas. Donc ça repousse tout le temps. Bien, au lieu de dépenser de l'argent à exterminer le chardon qu'ils n'arrivent pas à exterminer, ils pourraient le revendre. On le collecte, on le revend pour fabriquer du bioplastique compostable. C'est quand même une autre histoire que le plastique qui se retrouve dans la mer à créer un autre continent. Donc là, qu'est-ce que tu regrettes dans les cahiers de vacances des enfants aujourd'hui? Déjà, c'est de la maltraitance pour moi, l'école, et ils sont en souffrance toute l'année. Donc, j'aurais envie de dire, laissez-les tranquilles pendant les vacances, qu'ils puissent vraiment souffler. Et puis de voir l'éducation autrement. En fait, un apprentissage qui fonctionne, c'est un apprentissage basé sur l'enthousiasme. C'est pas du tout ce qu'on retrouve à l'école.
Donc, c'est pour ça que j'invite déjà les enseignants, puisqu'ils ont une certaine liberté quand même au sein de l'éducation nationale, d'aller creuser sur cet outil. Il y a en France actuellement 15 fables. En tout, Gunther en a écrit 365, mais pour l'instant, en France, il y en a 15, 3 coffrets de 5. Et donc, c'est de présenter les 15 fables aux enfants et de les laisser choisir le thème qu'ils veulent. Le thème qui va déclencher un enthousiasme. Peut-être qu'ils ne vont pas le trouver tout de suite, ils vont peut-être en faire 2-3 avant de se dire « Ah tiens, ça c'est génial ». Mais en tout cas, voilà, le but c'est de déclencher un enthousiasme. Un élan. On a une fable avec des jolis dessins et qui est en 2 langues, donc on peut en plus aller sur l'anglais en même temps. Et donc, il dit que c'est de 3 à 15 ans. Mais moi, j'ai tellement appris avec les fables que j'irai même plus loin. Hein. Donc, on lit la fable comme on pourrait la lire à un enfant, mais après, il y a plein d'autres sujets. Donc, le savais-tu va approfondir le sujet de la fable. On rappelle, tu n'as aucun intérêt économique à vendre ça. Hein. Non, tu parles d'un truc par passion qui, toi, t'a passionné. Je montre le livre de Jean Toby ou les fables. Il faut vraiment en parler. Voilà, moi, c'est juste... Publicité gratos pour Gunther. Absolument. Mais c'est bien. Pour les fables et pour Jean Toby, c'est juste que, voilà, il faut... mettre en avant les gens qui font des choses bien. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu reproches le plus au cahier de vacances qu'on donne aujourd'hui ? C'est que c'est de la répétition de ce qui est fait à l'école, qui est sans enthousiasme. C'est du bourrage de crâne. Okay. Wow. C'est du bourrage de crâne. Dès 8 ans, on t'apprend à... Voilà. La différence entre un bon élève et un mauvais élève, je ne sais pas si tu la connais. Donc, le mauvais élève oublie sa leçon quelques heures avant le contrôle. Le bon élève l'oublie une semaine après. Mais le résultat, c'est le même. À part l'écriture comptée, ça, tout le monde va s'en souvenir parce qu'on l'utilise au quotidien. Mais le reste, est-ce que beaucoup de monde se souvient de toutes les leçons qu'il a fait à l'école ? C'est fascinant. Donc, c'est du flan. C'est du bourrage de crâne. Ça, tu parlais de faire de la liberté et de l'élan pour l'enfant. Bien sûr. Et ça, c'était la même chose que proposait Céline Alvarez, dont on parlait oui. On lui a dit juste après, alors elle réussit complètement ses expériences, au-delà de ses attentes, ses propres attentes à elle, au moment de faire l'expérience de Gennevilliers, qui laissait les enfants aller vers ce qu'ils aimaient. Voilà. On lui a dit merci, on garde ça sous le coude. Merci, au revoir. On ne veut pas faire de l'instruction qui est bénéfique pour l'enfant. C'est-à-dire, oui, mais plus précisément, qui laisse l'enfant aller vers ce qu'il aime et que l'être humain soit là, l'adulte soit là pour lui dire attention, là tu vas te brûler, tu peux y aller, mais tu vas te brûler. Oui, c'est-à-dire que normalement, on a tous une petite flamme. Et malheureusement, l'école éteint cette flamme, puisqu'on nous impose des choses et on n'a pas le temps de développer cette flamme. Donc, soit, effectivement, il y a des expériences ou des écoles comme Montessori et des expériences comme Céline Alvarez. Moi, j'irai encore plus loin avec Jean-Pierre Lepris, qui explique qu'à partir du moment où il y a un enseignant, un enseigné, il y a un dominant, un dominé. Et à partir de là, rien n'est possible. Et ça bloque l'instinct naturel. On retourne aux instincts des peuples premiers. L'instinct naturel de l'enfant, c'est d'apprendre. Donc, il apprend aussi instinctivement qu'il court, qu'il marche ou qu'il respire. Et ça, on nous fait croire que ce n'est pas le cas. Et que si on ne force pas un enfant à apprendre, il n'apprendra pas. Alors, c'est sûr qu'avec des pollutions comme les écrans, ça devient un petit peu compliqué. Mais normalement, si un enfant, on le laisse dans un environnement naturel... Il va faire des tas de choses et il va apprendre des tas de choses tout seul. Alors, il faut qu'on accélère parce qu'on n'a plus que 15 minutes et j'ai encore beaucoup de questions à te poser. J'ai une question sur... Parce que tu parles beaucoup des peuples premiers. Oui. Comment est-ce que tu vois un être humain dans la société actuelle où une grande partie de la population part en burn-out aujourd'hui ? C'est un phénomène incroyable. Le burn-out, c'est les gens qui veulent bien faire leur travail et qui sont mis dans des conditions abominables, avec du surmanagement. Il y a beaucoup de métiers fantastiques que les gens désertent, beaucoup de suicides dans beaucoup de métiers. On est dans une société qui marche à l'envers. Comme on disait tout à l'heure, celui qui a la chance de pouvoir, la minorité qui peut se payer du luxe, arrive à combler le vide intérieur au lieu d'essayer de l'habiter elle-même. Comment tu vois, toi, en tant que thérapeute, le chemin d'un être humain là, parce qu'on ne reviendra pas a priori à ces peuples primaires, que certains recréent des tiers-lieux pour essayer de retourner vivre dans la forêt. Aujourd'hui, on est dans un processus civilisationnel. Comment tu vois l'évolution de la société ? Est-ce que tu as une vision pour le futur, quelque chose, sans être grandiloquent, mais vers quoi on devrait tendre si on avait un gouvernement bienveillant aujourd'hui ? En France, en Europe ?
C'est compliqué, hein, parce que effectivement, pour l'instant, on est dans une société tellement maltraitante qu'il faut tout changer. Alors, j'ai longtemps, mon cheval de bataille pendant longtemps au sein justement de l'audiopsychophonologie, je m'occupais beaucoup des enfants, en me disant c'est par l'enfant qu'on va changer les choses. C'est pour ça aussi là que je parle des fables. C'est en transformant déjà, en laissant aux enfants cette petite flamme grandir, qu'on va avoir des êtres qui vont plus se dire je vais bosser là-dedans parce qu'il faut que je gagne de l'argent, il faut que j'ai une belle voiture, une belle maison, mais que ce qu'ils pensent se connecte avec ce qu'ils font pour trouver le bonheur et du coup qu'ils deviennent des adultes qui trouvent le sens dans la vie. Parce que moi, c'est beaucoup ça que je vois quand je reçois des jeunes adultes, ils ne trouvent pas le sens. Donc, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de spiritualité. Et donc, il n'y a que du matérialisme. Et au bout d'un moment, à part, on va bosser, on attend le week-end, on attend les vacances et on attend la retraite. Il n'y a plus de sens là-dedans. Il n'y a plus de vraie vie. Il n'y a plus de vraie vie. D'expérimentation, de ressenti de la vie. Et on bloque tout, on bloque même les instincts naturels. Hein, je fais des bulles d'éveil qui montrent un petit peu ça. Donc, ce sont des courtes vidéos où on peut réaliser. Donc, tu peux les afficher sur la chaîne ? Oui. Ouais, comme il y en a une qui parle déjà rien que l'accouchement. L'accouchement, on a empêché les femmes de savoir accoucher. La femme a toujours accouché seule ou accompagnée de sa famille autour d'elle. Eh bien, aujourd'hui, la femme a peur de l'accouchement. La femme s'en remet 100% au médecin, à la sage-femme, et reçoit des piqûres de elle ne sait même pas quoi pour accélérer l'accouchement parce qu'il faut que le médecin aille jouer au golf après. Bon, j'exagère un petit peu parce que les médecins, les pauvres, ils souffrent aussi. Mais... Non, mais on dit aux hôpitaux, faites vite. Il faut que ce soit rentable alors que la vie ne demande pas de la rentabilité. Voilà. Et puis, on fait le contraire. C'est-à-dire que normalement, pour accoucher, il faut qu'il y ait de l'ocytocine, qui est l'hormone qui va permettre de déclencher les contractions et de déclencher ce lien d'amour avec le bébé, etc. Et en fait, l'ocytocine a besoin d'obscurité, de calme. Alors, vous imaginez une maternité ou un hôpital, c'est le contraire. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de stress. Donc, on fait tout le contraire. Alors, effectivement, après, on va dire, oui, mais il ne sort pas assez vite, on va mettre de l'ocytocine de synthèse, qui, elle, ne va pas créer ce lien. Donc, déjà, là, on dépossède la femme de son accouchement et de la naissance de son enfant. On dépossède l'enfant, parfois, du coup, de cette ocytocine naturelle qui est pourtant vitale. Puis après, on dépossède les parents de leurs enfants puisqu'il faut qu'ils aillent travailler. Et donc, dès que le bébé a 2 mois et demi, hop, c'est en crèche ou c'est chez une nounou. On ne fait pas ça en Suède, par exemple. Donc, c'est pas les peuples premiers, là, c'est la Suède. On permet aux parents de s'occuper de leurs enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, sans perte de salaire. Soit chacun fait un mi-temps, soit chacun fait une année. Ils ont quand même des liens sociaux, parce que c'est ça aussi qui est néfaste. C'est-à-dire que soit la mère retourne au travail, soit elle est toute seule chez elle, isolée, ce qui n'est pas non plus bénéfique. Donc, en Suède, on organise des lieux dans la ville où les jeunes parents se retrouvent, peuvent discuter, etc. Donc, vu qu'on a perdu le lien familial et que les familles sont complètement éclatées, au moins, on peut retrouver d'autres personnes et discuter. Voilà. Donc, la France est quand même là-dessus pas très exemplaire et assez maltraitante sur tout ça. C'est pour ça que j'aime bien te poser la question. C'est parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas dans la société tous se rebeller contre la politique. Ils ne comprennent pas ce qui se passe en politique pour une grande partie de la population. Ils continuent de lire les médias de masse, etc., qui sont aux mains d'autres puissances financières. Oui. Les gens ne comprennent pas ça. Mais tout le monde a ce ressenti d'être dans un mal-être existentiel, pour beaucoup, de devoir le soir aller prendre des coups, etc., de vivre une vie sans vraiment de sens, faire un travail qui n'a pas de sens, juste partir en vacances, juste mettre des photos sur Instagram. Oui. Là, c'est ça qui est le plus drôle. Moi, plus que de se rebeller contre la politique et tout ça, c'est que les gens ne se rebellent pas contre les propres conditions de vie dans lesquelles on les met aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est fascinant. Mais donc c'est intéressant d'avoir une thérapeute qui nous parle de ça, parce que c'est intéressant de questionner le rythme profond de l'être humain. 2 questions encore pour ça. Une très rapidement, s'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous reparler de la théorie de la peur
et du rejet de la greffe chez les personnes qui ont une greffe. On a parlé tout à l'heure hors micro, c'est fascinant parce que ça en dit beaucoup sur notre rapport à la peur. Oui, c'est Bruce Lipton qui parlait de ça pendant le Covid. Quelle est sa spécialité, lui ? C'est un docteur en biologie. Biologie, ça. Et donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle « La biologie des croyances » sur l'épigénétique, donc l'importance de l'épigénétique, l'expression des gènes. Alors, l'épigénétique, c'est là où le gène évolue à travers le temps ? Alors, ça veut dire au-dessus de la génétique, déjà. Donc, c'est au-dessus de la génétique. Quand on a des gens dans la science qui vous disent « oui, mais ça, c'est génétique », bon, il faut toujours mettre un petit bémol, parce que, en fait, l'environnement qu'on vit, nous, notre corps, va faire évoluer nos gènes, ou s'exprimer ou non nos gènes. Donc, c'est encore plus important que la génétique, l'épigénétique. Et ça va concerner la gestion du stress, notre alimentation, est-ce qu'on fait du sport ou pas, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on va dans la nature. Tout ça, c'est des facteurs épigénétiques qui vont faire que l'expression de nos gènes va être modifiée. Tu as tes gènes de naissance, tu as ton ADN de naissance, mais en fonction de ce que tu vas faire, de tes choix, de ton mouvement, tu vas pouvoir... Ça va s'exprimer ou non. Oui. Et si on vit une scolarité un peu traumatisante ou une éducation violente, etc., les gènes de notre progéniture vont s'exprimer, vont à la base être sur un mode de stress. Le stress va être très présent chez l'enfant d'une personne qui a vécu une enfance difficile, par exemple. Donc, mais on va pouvoir la modifier si, du coup, l'environnement est meilleur. Donc, on a toujours une possibilité d'agir. Et donc, lui, il disait, pendant le Covid, il disait, ce qui a été fait était le contraire de ce qui doit être fait, puisqu'effectivement, en disant aux gens, oh là là, attention, cette maladie, elle est dangereuse, et restez chez vous parce qu'on ne peut rien faire pour vous, vous imaginez la peur. Donc vous attrapez, même si c'est un rhume que vous attrapez, vous vous dites, oh là là, c'est une maladie grave, je peux en mourir et personne ne peut rien faire pour moi. Imaginez le niveau de peur. En plus, vous avez le croque-mort qui vient à la télé vous dire tous les soirs, aujourd'hui, il y a eu 400 morts, je ne sais pas quoi. Bon, alors qu'en fait, si en période de grippe, on aurait à peu près les mêmes chiffres, mais bon, peu importe. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un se fait greffer, eh bien, il y a un fort risque de rejet. Donc une greffe de peau oui, une greffe d'organes, un rein, quoi que ce soit. Donc la personne va devoir prendre des médicaments toute sa vie, des médicaments anti-rejet. Et au moment de la greffe... faut prendre... Ah oui, non, c'était ça que je n'avais pas compris. Ah oui, il faut prendre des médicaments anti-rejet. Anti-rejet. Et au moment de la greffe, ça va être la période la plus cruciale, puisque s'il y a un rejet très fort au moment de la greffe, c'est pas possible. Donc, le corps va faire tout pour expulser si c'est une petite cet organe, voilà, qui a beau être compatible, eh bien, il va être rejeté par le corps. Par le système. Ce qu'on parle sur les transitions sexuelles en ce moment, qui fait beaucoup de sujets, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on prend des médicaments pour que le corps arrive à l'accepter. Il y a des similarités, quoi. Là, disons que pour les transitions de genre, c'est des hormones. Et puis après, ils utilisent de la peau de la personne s'ils veulent changer les organes. Et là, c'est pas des médicaments au niveau des hormones pour... Non, alors là, du coup, quand il y a une greffe, pour éviter le rejet, ils vont donner des médicaments qui donnent de la peur. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter l'adrénaline, le cortisol, etc. Donc, ils sont des hormones les molécules de la peur. Voilà. Wow. Et du coup, comme on est sous peur, sous stress, eh bien, notre système immunitaire ne fonctionne pas bien. Et donc, on aura moins de risques de faire de rejet. Quand tu as peur, tu rejettes moins. Ton système immunitaire s'arrête. Ou en tout cas, diminue fortement. Donc, tous les médecins savent que, en étant sous peur, notre système immunitaire ne fonctionne pas bien. Comment ont-ils pu laisser faire ce qui s'est passé pendant le Covid ? Parce qu'ils avaient peur. Si les gens ont peur, leur système immunitaire ne fonctionne pas bien. Voilà ce que nous a dit le docteur Bruce Lipton. Et ils sont même plus enclins à tomber malades en plus. Absolument. Ah, c'est fascinant. Le corps humain est incroyable. Alors ça, c'est une anecdote de fou. Mais oui. Le rejet de la greffe. Le rejet de la greffe. C'est-à-dire que Bruce Lipton donne un exemple pour dire tous les médecins savent que la peur fait baisser le système immunitaire. Donc en fait, si tu es dans une... Admettons, on revient en 2020. Oui. En fait, à tout moment, en fait, un gouvernement sain
doit t'éviter la peur. Justement, Absolument. éviter la panique, D'ailleurs, c'est ce qu'ils font souvent. Sauf pendant le Covid, là, ils se sont fait plaisir à faire l'inverse. Absolument. Donc, Ah ouais. on peut se douter qu'il y avait une intention. Parce qu'ils le savent. Donc ça, ce sera un truc qu'il faudrait demander. Un gouvernement qui n'essaie pas de nous maintenir dans de la bienveillance ou dans du « attendez, ça va bien se passer, on va trouver les solutions Bien sûr. Et vous avez vu qu'ils font le contraire. ». Ben là, on en a des preuves. Tous les jours. Ça a été pour le Covid, mais c'est pour tout. Voilà, la guerre, le risque. On maintient les gens dans la peur en permanence. Donc déjà, ça serait bien que ça change. En tant que citoyen, ce serait pas mal. Ouais. Voilà, donc les changements que tu disais qu'il faudrait qu'il y ait pour la société, déjà, voilà, trouver un petit peu la sérénité. Et pour ça, il faut du sens aussi. Passionnant. On n'a plus que 2 minutes, parce qu'on a rendez-vous après. Bon, Mais alors... il y a plein de choses que j'ai pas dites. Hein, parce Ah bah que... non, mais on va... Dans ce cas, je vais décaler le rendez-vous, et puis on va... Bon. Mais tiens, tant qu'on est sur les petits sujets comme ça, alors. Qu'est-ce qu'on a fait? Bulle D, veille, thérapie botanique, ça c'est bon. Et même sur l'eau, t'avais des trucs aussi extrêmement intéressants. Mais... Alors, Garnier-Mallet, ça, je voulais qu'on en parle. Parce que... Ah bah c'est dans la continuité du sujet d'avant. Ah bon, bah parfait. Parce Bah que oui. Garnier-Mallet, donc, qui était un scientifique, qui était très Qui est reconnu... Qui est Oui, mais je veux dire qui était très reconnu Ah. il y a plusieurs décennies, Oui. qui est aujourd'hui catégorisé de fou, comme tant de scientifiques, et parce qu'il va sur des théories du dédoublement, etc. Il y a des trucs fascinants chez Garnier-Mallet. Nous, on a fait une vidéo avec lui. Oui. Il y a 6 mois, peut-être octobre, novembre, vous pouvez retrouver, vous tapez Oui, Garnier-Mallet c'est ça. Nexus, vous Oui. allez retrouver, c'était Marc Daoud qui a fait la vidéo. Mhm. Et personne n'a compris la vidéo. Sauf Flora et son compagnon de vie. Et peut-être leur 4 chats. Donc, C'est ça. non, ouais, j'ai compris, mais c'était fascinant, où il y a des trucs qui... Ça va très loin, quoi, en tout cas. Donc, même quand on comprend où on veut en venir, on n'est pas sûr... Enfin, faut aussi expérimenter, voilà. Et toi, t'as creusé, puis t'es allé lire ces bouquins. Oui. Voilà. Lazare, je suis sûr qu'il c'était pareil, t'avais pas compris non plus. Hein. Il avait pas compris. Mais même Marc n'avait pas compris sur le moment. Tu vois. Donc, mais alors, Oui. parle-nous de ce qui t'a parlé chez Garnier-Mallet. Allez voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est intéressant aussi Oui, pour expliquer l'inexplicable. Bah, je dirais qu'il y a un aspect un peu complexe qui est l'aspect scientifique, parce qu'en fait, il a publié sur sa théorie. C'est la théorie du dédoublement de l'espace et du temps. Ça, c'est publié. Donc, ça veut dire que c'est quand même reconnu par d'autres scientifiques. Ça reste une théorie, mais c'est reconnu par d'autres scientifiques. Donc, il y a un dédoublement. Je vais pas expliquer parce que je le ferai pas bien en plus par rapport à lui. Mais voilà, cette théorie existe, elle est publiée, comme quoi il y a un dédoublement au niveau de l'espace et du temps. Et donc, à partir de ce principe, il emmène le fait que tout a un double. Et de toute façon, en sciences quantiques, on sait que toute particule a un double. Et lui, c'était dans un autre espace-temps, c'est ça? Oui, c'est dans un autre espace-temps. Et donc, tout a un double, et donc on peut communiquer avec notre double. Et voilà. Mais alors là, cette partie-là, elle est hyper simple, en fait. Parce qu'il suffit de communiquer avec lui au moment de l'endormissement, en disant... Mes pensées ne font de tort à personne, puisque, après il explique longuement, moi je vais faire juste deux mots sur le sujet, mais les pensées sont créatrices de potentiel qui vont créer un potentiel, même si ce n'est pas pour nous, il l'avait dit dans votre interview, sur Nexus, il avait dit, si je pense à tuer ma belle-mère, je ne vais peut-être pas le faire, mais je vais créer le potentiel pour quelqu'un d'autre. Et ce potentiel, il va se retrouver dans le futur. Il dit chaque pensée crée... Chaque pensée est créatrice. Oui. Voilà. Je crois qu'il va même plus loin. Parce et on le voit bien avec la peur. Dans l'autre espace-temps, on va tuer du coup la belle-mère en question. Alors pas forcément nous, c'est d'autres. Ouais. Ça peut être d'autres personnes. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça va bien avec ce qu'on vient de dire, puisque si on a peur, c'est une pensée, la peur. Et si on a peur, eh bien, il y a un potentiel négatif qui se crée en nous. Alors que si on est confiant, voilà, notre pensée, elle va être positive. Donc la peur, c'est une des pires choses qui soit. Et donc, quand on dit ces deux simples phrases, mes pensées ne font de tort à personne et je ne veux rien. Donc là, tout ça, on lâche l'ego, en fait. Je crois que c'est le chemin de vie de beaucoup de gens de lâcher l'ego. Et je trouve qu'avec sa méthode à lui, en tout cas, moi, ça me parle, ça parle peut-être pas à d'autres, mais juste, mes pensées ne font de tort à personne et je ne veux rien.
que ta volonté soit faite, on parle au double, hein, que ta volonté soit faite, pas la mienne, je te laisse faire. On laisse faire notre double. Donc nous, on n'a plus d'ego et on n'a plus peur. Parce qu'on sait que notre double, il va faire ce qu'il faut. Il va poser les bonnes questions, il va aller dans le futur réparer des choses, il va nous envoyer des intuitions. Et donc voilà, c'est hyper simple en fait, justement. Et moi, ça, je l'avais capté, cette simplicité. Et voilà, moi qui ai longtemps été sans aucune spiritualité, parce que j'assimilais la spiritualité à la religion, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et bien là, pour moi, ça me convenait vraiment bien. Et je le pratique depuis la vidéo. Donc depuis le mois de novembre, je pratique cet endormissement. Je n'ai plus d'insomnie la nuit qui me font cogiter. Vous savez, les gens qui se réveillent ou qui ont du mal à s'endormir parce qu'ils ont un souci, qui se disent comment je vais résoudre ça. Et voilà, parce qu'on est là avec notre ego, avec nos peurs et notre ego qui nous empêche de dormir. Parce qu'on réfléchit, on essaie de trouver la solution. Si vous faites ce qu'il dit, c'est pas à vous de décider en fait. Vous laissez. Donc vous ne cogitez plus, vous dormez. Et en dormant, c'est à ce moment-là qu'on rencontre notre double. Parce qu'il explique qu'on fait une sortie de corps et qu'on échange notre corps énergétique avec notre double. Donc par exemple, si tu as un problème au travail, tu donnes à ton double... Oui. Tu lui dis, j'ai ça. Vous pouvez lui dire, ou de toute façon, comme il dit, la parole, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est là, c'est en pensée. Hein. C'est donc, en pensée, oui. Il suffit de dire, mes pensées ne font tort à personne et je ne veux rien. Et il va s'en occuper. Donc ça, en général, c'est d'arriver plus à penser positif, pas forcément d'essayer de résoudre, mais d'arriver à penser... Oui. C'est passionnant. Tout à fait. Et du coup, voilà, il y a un lâcher-prise que j'avais jamais eu avant, quoi. Donc, je ne veux rien. On essaie de te souffler quelque chose à dire. Je ne sais pas ce que tu me dis. Parle plus fort. L'information ? Non, on a fait une formation. Oui, on l'a vu. Oui, on a fait une formation avec lui. Ouais. Oui, il fait des formations. Il fait des petites formations. D'accord, ok. Ouais. Bon, allez voir c'est passionnant. Vidéo, il a 85 ans et voilà, il est passionnant. Passionnant. Incroyable. Il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Et ce côté de l'ego, pour terminer là-dessus, on va aller après sur ce que tu avais prévu de dire. L'ego, justement, c'est quoi? C'est qu'en fait, notre ego nous emmène dans tous les cas vers des mauvaises solutions, va essayer de nous faire devenir ce qui en fait ne nous sert à rien. Et oui. Souvent ne nourrit pas le nécessaire dans la vie, finalement. Ah bah oui, ça nous met même dans le mauvais chemin. À quel niveau? Eh bien, parce que l'ego, il va justement s'accrocher à la peur, il va s'accrocher à une image qu'il veut donner de nous, au lieu d'être, juste être. Au lieu d'être. Juste être. Être dans le monde. Voilà. La vie demande encore une fois, rien de plus. Mais non, on est là pour vivre, on n'est pas là pour gagner sa vie ou pour être une personnalité. On est là juste pour vivre. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est ce que la civilisation a créé de culture et que la culture nous fait attendre de nous-mêmes? Tu dois être ci, tu dois être ça. Ah oui, je pense que c'est ça. Pour moi, c'est la perversion de notre société. Parce qu'on sait... J'ai lu un petit livre qui s'appelle « Pieds nus sur la terre sacrée ». Il y a beaucoup de gens, quand ils le lisent, sont tristes. Parce que... alors, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais c'est un tout petit livre qui se lit en 1 heure. Hein. Mais c'est le témoignage des Indiens d'Amérique. Donc, tous les textes des chefs indiens d'Amérique face aux Blancs. Donc, il y en a beaucoup qui ont été tristes parce qu'on voit le massacre qu'il y a eu quand même et tout ce qu'on a abîmé. Mais moi, ça m'a rempli de bien-être, en fait, de lire ça. Parce que j'ai dit, mais si, en fait... L'homme peut vivre en harmonie avec la nature. Parce que je commençais à douter sérieusement. Et voilà, ça m'a fait redécouvrir. J'ai pu me pencher sur plein d'autres peuples racines par la suite. Mais oui, en fait, l'homme peut être en harmonie avec la nature s'il vit pour vivre, comme les autres animaux. On est un animal. Donc, on doit se créer une petite hutte, et puis manger, chasser ce qu'on mange, cueillir ce qu'on mange, contempler, chanter, encore une fois, avec la forêt, avec la nature. C'est pour ça qu'on est fait, c'est pas pour autre chose. Souvent, le reste, c'est de l'esclavage. Et à chercher plus, on cherche souvent on trouve souvent de la douleur, plus. Absolument. C'est de Teresa Caroline McLuhan, le livre. Voilà,
Très bien, merci. Je le lirai avec attention. Ah oui, ouais, pour moi, ça a été porteur d'espoir, ce livre. Et bien sûr, j'ai conscience qu'on ne peut pas, en un claquement de doigts, tous retourner dans une hutte. Voilà. Et c'est pour ça que... là, ça paraît un petit peu corrompu. Ça paraît compliqué. C'est pour ça que je vais m'intéresser à des choses comme l'économie bleue ou à des éducations comme avec ces fables ou le projet de Céline Alvarez, etc. C'est des demi-mesures, mais qui sont belles. Qui sont aussi, peut-être qu'on peut d'abord passer par ce palier, et puis que certains auront après le choix de revivre comme les peuples racines, qui pourront le faire à ce moment-là, parce qu'on aura suffisamment nettoyé déjà la planète, et puis toutes ces histoires de business qui pervertissent l'être humain et toutes ces facultés, tous ces instincts. On n'a plus d'instinct. Voilà, d'instinct d'être parent, d'instinct d'être enfant. L'enfant perd lui-même ses instincts. Alors, si on a le temps, oui. Et sinon, je me demande si on ne ferait pas une autre vidéo plus tard, directement. C'est déjà extrêmement enrichissant. Je pense que là, tu as donné beaucoup à méditer à beaucoup de monde. C'est passionnant. Quelle thématique tu souhaiterais aborder? Alors, juste, je finis sur la fable qui... Avec grand plaisir. C'est juste 30 secondes pour dire que... d'autres sujets qui oui, t'intéressent? je voudrais juste donner des anecdotes pour faire comprendre l'intelligence des plantes. Ouais. Et puis après, voilà. Sinon, mais voilà, donc on peut le garder dans les fables, je pense qu'on pourra revenir sur l'enfant et sur... voilà, je pense que sur l'enfant, il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, sur les fables, voilà, il y a un travail sur l'intelligence émotionnelle, sur l'art, sur créer des liens, etc. Mais il y a aussi, et c'est là où on fait une demi-mesure, je dirais, mais qui est intéressante, il y a tout ce qui est sciences que l'on retrouve à l'école, de l'histoire, de la géo. Donc là, par exemple, c'était les pêcher sans filet, donc la pêche à la bulle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut aller travailler la biologie, la chimie. Et c'est comme ça, on peut travailler l'histoire, etc. Et c'est comme ça que j'en suis venue aux plantes. On veut le montrer à l'écran. Parce que on travaillait sur l'eau qui reste à 4 degrés l'hiver, sur ce que font les poissons pendant l'hiver. Et j'avais entendu parler du 4e état de l'eau, donc on est allé travailler sur le 4e état de l'eau. Donc on a découvert Marc-Henri, qui malheureusement nous a quittés, mais qui était un scientifique quantique aussi extraordinaire, et qui est allé travailler à Gaujac avec Jean et Frédéric Tauby, et qui a apporté beaucoup lui aussi. Et il a beaucoup travaillé sur la mémoire de l'eau, etc. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Et c'est comme ça que j'en suis venue à découvrir, parce que lui, il a travaillé sur le diapason de l'eau, des musiques au diapason de l'eau. Il a aussi transformé les masses de principes actifs en notes de musique. Et il a travaillé avec Tommy Jacks, un compositeur qui a fait des musiques thérapeutiques, donc musiques dont les notes de musique sont le composant de l'ashwagandha, par exemple. Ou d'une autre plante. Donc voilà, donc ça c'était intéressant. Mais quand après, grâce à lui, j'ai découvert le travail qu'il y avait à Gaujac et la musicothérapie botanique, là c'était pour moi le top du top. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la symptomologie. C'est-à-dire que parfois certaines notes de musique ou certaines musiques thérapeutiques peuvent aller travailler sur tout le monde de la même manière, comme pour traiter un symptôme. Mais ce qui m'intéresse encore plus dans la musicothérapie botanique, c'est que là, c'est la plante directe qui va faire un soin complètement personnalisé. C'est plus du symptôme, on va vraiment aller, la plante, elle va cibler exactement ce qui est à travailler, ce que le corps est prêt à recevoir. Peut-être des fois, la personne va demander quelque chose, peut-être que c'est pas le moment et qu'elle va aller travailler d'abord sur autre chose pour libérer une première chose et peut-être qu'il faudra en faire une deuxième ou une troisième de séance. Voilà, donc c'est extrêmement personnalisé, précis et ça correspond exactement à ce dont la personne a besoin. Parce qu'elle chante des protéodies, mais ces protéodies vont stimuler la production de protéines à l'intérieur du corps. Donc encore une fois, on retrouve la notion de on se soigne nous-mêmes. On a juste besoin d'un relais, mais on se soigne nous-mêmes. En symbiose, en harmonie. Voilà. Et donc pour les petits exemples, pour bien faire comprendre aux gens que les plantes ont une intelligence. Vous les retrouvez, encore une fois, dans Le Chant secret des plantes de Jean Tauby, si vous voulez en avoir encore d'autres, parce que je ne pourrais sûrement pas toutes les nommer. Déjà, je voudrais parler des baleines qui se retrouvent à l'automne autour de plancton, et elles vont toutes émettre un chant particulier pendant 3 jours. Et puis, ensuite, ce plancton, en fait, il aura reçu des fréquences sonores qui vont augmenter sa quantité de protéines. Non. Oui. Et du coup, ce plancton est réservé
aux mères allaitantes. Voilà, donc on retrouve de la musicothérapie dans la nature. Donc du coup, elles chantent, ça fait augmenter le niveau de protéines des planctons. Oui. Ensuite, elles peuvent, j'imagine, manger le plancton, Voilà. et qui aura du coup plus de protéines. Exactement. C'est trop fort. Et donc, ça va permettre... avec... Voilà, et c'est uniquement musique. réservé aux mères allaitantes qui vont non. pouvoir donner du bon lait Waouh. à leurs petits. Donc, musicothérapie dans la nature, sur des plantes. Est-ce que les éleveurs font ça quand tu as la vache qui est dans la prairie, etc. Ah, il y a eu des protéodies diffusées aussi pour les animaux, hein, effectivement. Alors après, on a aussi eu une expérience. On a mis une plante sur un socle roulant, et puis on lui a fait comprendre que telle note, ça allait à gauche, telle note à droite, une note devant, une note derrière. Et puis il y avait des puits de lumière dans la pièce. Eh bien, la plante se déplaçait. Elle avait compris au bout d'un moment, elle se déplaçait pour avoir le plus de lumière possible. Donc, elle a compris que chaque note la déplaçait à gauche, à droite, devant, derrière. Mais non. Et encore plus fort, c'est le clavier des mots. Donc, c'est un spécialiste qui a décidé d'expérimenter ça et qui a fait jouer à chaque note, et puis selon l'appui de la note, plus ou moins long, eh bien, ça correspondait à un mot. Et donc, il y avait des mots assez simples, hein, comme merci, terre, de l'eau, voilà, des choses comme ça, lumière. Et la plante interagissait avec l'humain. Il pouvait presque converser avec quelques mots comme ça. Donc, on voit que la plante a une intelligence. La plante, s'il y a une tempête qui arrive, dès la veille, elle ne chante pas. C'est une tempête? Oui. Ah ouais. Elle craint la nature? Tempête, c'est risqué. Oui, c'est vrai. Donc elle ne chante pas. Elle se met en repos pour se protéger et elle ne chante pas. Quand j'étais venu au cabinet la dernière fois, vous m'avez raconté aussi une autre anecdote où il y avait le lierre qui essaye d'aller chercher toujours la... Oui, une plante grimpante. Oui, tout à fait. Dès que tu retires à chaque fois le bâton, après elle essaye d'aller plus loin et à la fin elle va tout de suite en une nuit. Voilà, elle comprend qu'en fait l'humain il déplace à chaque fois le bâton pour l'empêcher de l'atteindre. Et au bout d'un moment elle a compris, donc elle anticipe le mouvement de l'être humain. Ah ouais. Ouais. C'est fascinant l'intelligence des plantes. Donc on voit, il y en a, voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre, on voit à quel point il y a une intelligence. Donc longtemps, ça a été considéré, les plantes étaient considérées comme des choses, voilà, où certains vont dire c'est joli, voilà, mais et puis ils vont les tailler sans, voilà, j'ai besoin que ce soit taillé, mais sans prendre en compte. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça lui convient? Voilà, je pense qu'en ayant conscience de toutes ces anecdotes et de cette interaction, la plante, elle est OK pour nous aider. Hein. Faut pas l'oublier. Ça. Parce que tous les êtres vivants ne cherchent pas à être en interaction forcément avec les autres êtres vivants, ça dépend. Mais là, les plantes, qu'est-ce qu'elles auraient à gagner à interagir avec l'être humain? Ça, on ne sait pas pour l'instant. Moi, je rejoindrais, je te redirai l'exemple d'Ernst Zürcher sur le fait que notre voix leur plaît. Et ça, c'est notre musique. C'est ce que je veux dire. Hein, donc, bien sûr qu'elles émettent des protéodies, mais comme on l'a dit, depuis qu'elles chantent, ma fougère, elle a triplé de volume. Wow. Donc, elles aiment ce lien avec nous, ce son. On lui propose ce son. Parce que tu lui as permis justement de s'élever grâce à ces technologies. Non, ça va trop loin, là. Ben non, c'est la capacité de la vibration. Non, c'est... Et puis encore une fois, il suffit de repenser aux chamans avec leur tambour, avec leur chant intuitif. La plante, Sternheimer disait, la plante, c'est comme si elle avait susurré les notes aux chamans. Donc peut-être même qu'elle a besoin que ces notes soient entendues. Après, voilà, il y a plein de choses... ce sont des suppositions. Il y a plein de questions, mais il y a forcément quelque chose. En tout cas, le lien, il est là. Le lien, il est là. Depuis longtemps, on sait que parler aux plantes, ça leur plaît. Tiens, bonjour, comment tu vas? T'es belle aujourd'hui, t'as grandi, voilà. Oui, il y a eu des expériences où t'en prends deux pareils, tu les mets dans deux pièces différentes. Il y en a une, tu lui envoies plein de phrases positives, et l'autre, tu la défonces.
verbalement, oui. Bah, du coup, tu vas voir on voit la différence. Tu vois la différence. Donc le positif attire le positif, le négatif. Donc elles apprécient. Alors après, nous, on est producteurs d'engrais, si on est dans la nature, avec nos excréments. Donc ça, déjà, comme tous les autres animaux. Mais, oui, les autres animaux, ils ont aussi une voix, un chant, et nous aussi. Ça, c'est dingue. On a une voix, on a un chant, on a de la musique. Les compositeurs, Sternheimer s'est amusé à essayer de trouver les protéodies chez les compositeurs classiques, et il en a trouvé. Mozart, je ne sais plus quel morceau, c'est de la protéodie de la protéine qui crée la lactation de la vache. On a le clair de lune de Debussy qui correspond à... Ah oui, parce que la plante se présente au début. Donc elle crée une musique qui est comme si elle disait son nom, en fait. Puis après, elle évalue son environnement. Elle chante les notes par rapport à ce qu'elle a autour d'elle. Eh bien, clair de lune de Debussy, la menthe, c'est la présentation de la menthe. Une certaine partie du morceau. Donc on peut se dire, est-ce qu'il avait mangé de la menthe? Est-ce qu'il y avait de la menthe autour de lui? Est-ce qu'il aimait beaucoup la menthe? On ne sait pas, mais on peut imaginer qu'il y avait quelque chose comme ça. Ou Tchaïkovski, il explique que, je crois que c'est le lac des Cygnes, il y avait une protéodie qui permet de lutter contre la tuberculose. Et autour de lui, il y avait des malades de la tuberculose autour de Tchaïkovski. Donc il est possible encore là qu'il y ait eu une interaction. Comment? Je ne sais pas. Mais il s'est passé quelque chose, il y a eu une information qui est passée, et Tchaïkovski a écrit cette musique qui sûrement a aidé d'autres personnes autour de lui de manière préventive par rapport à la tuberculose. Donc oui, c'est extraordinaire, et en même temps, normalement, c'est notre nature. Cet échange, ce lien. Passionnant, Flora. C'était incroyable. On a balayé beaucoup de sujets, mais c'est nouveau, et en même temps, il y a tellement de gens qui en parlent qu'il faut juste aller vers cette information pour pouvoir effectivement réussir à la rendre culturelle commune aujourd'hui, puisqu'on se prive. Oui. Les médias de masse, surtout, nous privent justement de tout cela, en essayant de... Il y avait par exemple le livre « La vie secrète des arbres » qui avait été lynché tout de suite. Tout de suite, on essaie de refuser parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, etc. Arrêtez, il faut preuve à un moment, laissez-nous réfléchir. C'est ça, exactement. Laissez-nous ressentir. Voilà, mais en même temps, tous les scientifiques quantiques nous ramènent vers ça. Aux sources, tous. Il ne faut pas oublier que ça, c'était ça aussi. Là, au début, les quantiques étaient moqués comme l'était Garnier-Mallet, comme les Garnier-Mallet. Bien sûr. Et derrière, après, on fait « Oh, en fait, ils ont raison !» Mais c'est intéressant, du coup, de lire le livre de Marc-Henri, parce que lui, il établit les différents modes de pensée. Il en établit 7. Donc, il y a le matérialisme, il y a l'information, la musique, etc. Mais du coup, il n'en rejette aucune. C'est-à-dire qu'il dit « Ok, on a le droit de penser en mode matérialisme. On a le droit de penser en mode mathématique, les équations, etc. On a le droit de penser, mais on a aussi le droit de penser en mode information. Donc, l'information transmise, peut-être par de la musique, par de l'eau, etc. Donc, tout est valable, en fait. Et il faudrait réconcilier tout ça. Si on veut estimer que la science est un progrès, même l'écriture, parce que pour moi, l'écriture a été un méfait, finalement, pour l'homme. Mais si on veut estimer que tout ça est un progrès, il faut le laisser exister aux côtés du reste. Et c'est pour ça que, voilà, même si moi, j'irais vers une liberté plus grande encore pour l'enfant, aller vers des choses comme les fables, etc. J'ai beaucoup cru, moi, en mon action d'accompagnement de l'enfant et du parent, comment appréhender l'éducation pour son enfant. J'ai beaucoup cru en ça au début. Et maintenant, je sens que je prends un petit peu plus de distance par rapport à ça, parce que la société a trop son emprise sur cette peur. Ah oui, mais mon enfant, il faut qu'il suive à l'école, etc. C'est trop compliqué. Et donc, je suis très heureuse de développer la musicothérapie botanique, et peut-être que c'est par ce biais, en transformant déjà l'adulte, qu'on pourra finalement changer notre société un jour.